Bonsoir à tous et bienvenue au Ciné-Conférence. Ce soir, j'aurai le plaisir d'animer cette soirée aux côtés de ma collègue Lindsay Dora-Germain. Bonsoir Lindsay. Bonsoir Jérémy. En cette journée mondiale de la lutte contre le cancer, le réseau des diplômés et des donateurs en collaboration avec l'IRIC sont fiers d'avoir conçu cette soirée spécialement pour vous. Selon la Société canadienne du cancer, 2 Canadiens sur 5 seront atteints de cancer au cours de leur vie et 1 Canadien sur 4 en mourra. Malgré toutes les percées scientifiques qui ont eu lieu, nous n'en sommes pas encore au bout de nos peines et le nombre de personnes atteintes du cancer risque d'augmenter au cours des prochaines décennies. Plusieurs d'entre nous ont des proches qui sont atteints de cette maladie. Comment réagir à un tel diagnostic? Comment composer avec les réactions de son entourage? En tant que médecin, comment devrait-on réagir et amener cette nouvelle à son patient? Tant de questions auxquelles il faudrait être bien armé pour passer à travers la tempête. Sans plus attendre, je suis très heureux de vous présenter nos diplômés et invités de ce soir, le docteur Claude Perrault, Madame Mai Duong et la docteure Eralda Kina. Bonsoir à tous les trois et bienvenue au Ciné-Conférence. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jérémy. Alors commençons par vous, docteur Perrault. Vous êtes hématologue et immunogénéticien diplômé de l'Université de Montréal depuis 1974. Vous êtes également chercheur principal à l'IRIC depuis 2005, où vous dirigez le laboratoire de recherche sur l'immunobiologie. Vous êtes professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, mais vous êtes également membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Vos recherches vous ont valu de nombreuses reconnaissances, comme notamment le prix ACFAS Léo Parizeau en 2011, le prix Michel Sarrazin 2015 du Club de recherche clinique du Québec et le prix Bernard Sinader de la Société canadienne d'immunologie en 2017. À vos côtés ce soir, nous avons la chance également de recevoir Madame Mai Duong. Donc Mai Duong, vous êtes diplômée de HEC Montréal. Vous œuvrez dans l'industrie de la publicité depuis 16 ans et vous dirigez des équipes et des stratèges. Vous avez remporté une dizaine de prix d'excellence pour la créativité, et l'innovation de vos campagnes publicitaires. En 2013, alors que vous étiez enceinte de votre deuxième enfant, vous apprenez que vous souffrez d'une leucémie myéloïde aiguë. Votre seule chance de survie était une greffe donc de cellules souches, mais le cruel manque de donneurs d'origine vietnamienne dans les registres mondiaux a compliqué la donne. C'est pourquoi vous avez lancé une grande campagne nommée Save Mai Duong, mettant en lumière donc le déséquilibre criant de registres, et vous deviendrez le visage du don de cellules souches au Québec. En 2018, vous mettrez sur pied la fondation Swap the World avec votre complice Christiane Rochon pour accroître la notoriété du don de cellules souches et diversifier les banques de donneurs. Enfin, nous avons donc la docteure Eralda Kina, diplômée de la faculté de médecine depuis 2020 en oncologie médicale. Vous étudiez les sciences fondamentales et par la suite, vous entamez un doctorat en biologie moléculaire sous la supervision du docteur Claude Perrault. L'objectif de vos travaux est principalement d'identifier des antigènes qui pourront être utilisés dans le développement de vaccins antiviraux pour les patientes atteintes du cancer du sein. Nous aurons le plaisir de vous entendre après la projection du film, mais sans plus attendre, je cède maintenant la parole à notre diplômé d'honneur et conférencier vedette de ce soir, le docteur Claude Perrault. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à vous dire que même si, oui, il sera question de cancer ce soir, il ne faut pas vous attendre à une soirée déprimante ou tristounette. Pas du tout. On n'a pas besoin de ça par les temps qui courent. Alors, notre objectif numéro 1, c'est de vous divertir et deuxièmement, de vous apprendre, de vous donner quelques informations qui seront pour certaines intéressantes et pour d'autres utiles dans votre vie de tous les jours. Alors, la soirée est divisée en 3 segments. Le plus long sera le deuxième segment. Comme Jérémy l'a dit, c'est le film. Et avant de m'associer à ce projet-là, j'ai voulu regarder le film et en savoir plus sur le film que nous allons voir ce soir. Et je vais vous dire que sur le site Rotten Tomatoes, notre film a eu une cote de 93%, c'est pas mal. Sur Halluciné,
4 étoiles, et on dit, un des critiques dit, humour, tristesse, bonheur, tout y est. Alors, c'est une bonne histoire, et une histoire parfaite aussi pour susciter les questions et alimenter les discussions. Avant le film, alors vous allez devoir m'endurer, moi je vous présente l'apéro, et l'apéro c'est la réponse à une question qui taraude le héros du film, Adam. Adam est un jeune homme dans la vingtaine, il boit pas, il fume pas, il s'entraîne, il mange bien, mais il a le cancer. Et il se demande pourquoi moi. Alors, dans la première partie, je vais essayer de vous donner la réponse à cette question qui taraude Adam, notre héros. Et après le film, on aura le droit à une troisième partie. Je vous dis tout de suite, c'est la meilleure. Alors, si vous avez besoin de faire des pauses, il y a un 5 minutes de pause là, qui est prévu, mais il faut surtout pas faire de pause durant la troisième partie. Parce que durant ce troisième segment, vous allez faire connaissance avec 2 personnes formidables. Jérémy vous les a déjà présentées, mais laissez-moi vous dire quelques mots de plus. Alors, Maï est avec nous parce que oui, elle a été confrontée avec le même problème que le héros du film, Adam, mais surtout parce que c'est une professionnelle de la communication, donc elle sait trouver les mots pour le dire. Et puis, vous allez voir que je vous confirme, même si elle n'a pas la carrure physique de Laurent Duvernay-Tardif, elle n'a rien à lui envier au niveau de la détermination et de ce que les sportifs appellent la dureté du mental. Alors, à titre d'exemple, durant son cheminement dans notre système de santé, elle a détecté une faille et une lacune, et puis pour la régler, elle a créé une fondation, rien de moins. Eralda Kina. Eralda est oncologue et chercheuse, et tous les centres hospitaliers par où elle est passée durant sa formation ont voulu la recruter. Et puis moi, après avoir fait sa connaissance, je me suis arrangé pour la recruter dans mon équipe de recherche. Pourquoi? Parce que Eralda possède 2 qualités qu'on retrouve rarement à un niveau aussi développé chez un même médecin. C'est une scientifique humaniste. Alors, il y a des médecins plutôt scientifiques, il y a des médecins plutôt humanistes, mais elle score 11 sur 10 pour les 2. Et vous allez voir, je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez apprendre des choses, des informations utiles. Moi, je pense que durant la présentation d'Eralda, vous allez apprendre quelque chose qui va vous être utile dans votre vie de tous les jours, j'en suis certain. Alors, commençons donc avec la question qui taraude le héros de notre film, « Pourquoi moi ?» Alors, pour répondre à cette question-là, il faut savoir quelles sont les causes du cancer. Et c'est ce qui est illustré sur cette diapositive-là. Les causes du cancer sont les agents carcinogènes comme le tabac, les rayons ultraviolets, les microbes, par exemple, beaucoup de jeunes filles se font vacciner contre un papillomavirus pour prévenir le cancer du col. On trouve aussi tout ce qui a trait à la mauvaise alimentation, l'obésité et le manque d'exercice, que je vais regrouper là sous le vocable alimentation et exercice. Et finalement, il y a 2 autres causes qui sont l'hérédité et la malchance. Alors, sur la diapositive qui suit, on voit que les 3 premiers facteurs, on a un certain contrôle sur eux, parce que la prévention a un rôle majeur. On peut minimiser l'exposition aux carcinogènes, on peut prévenir ou traiter les infections microbiennes et on peut avoir de saines habitudes alimentaires et faire de l'exercice. Mais il n'y a rien que vous pouvez faire pour essayer de votre hérédité ou de la malchance. Vous n'avez pas choisi vos parents et puis la malchance, on va voir que c'est un facteur important, mais on va voir, je voudrais d'abord vous expliquer ce que je veux dire par la malchance. Quel type de malchance peut bien causer le cancer? Eh bien, notre corps est fait de cellules. On doit
chaque jour créer de nouvelles cellules et ces cellules sont produites par ce qu'on appelle la mitose. La mitose, c'est le processus par lequel une cellule donne deux cellules, se divise pour donner deux cellules. Alors, vous voyez sur la diapositive, à la gauche, on a une cellule. À la fin de la mitose, à la droite de la diapositive, on a deux cellules. Or, pour arriver à ceci, il faut que la cellule mère, celle qui est représentée à gauche, fasse une copie de son ADN, qui est représenté en bleu et en rouge à l'intérieur des cellules, afin que chacune des deux cellules filles, au terme de la mitose, possède le même ADN. Eh bien, c'est la source de la malchance. Pourquoi? Parce que notre corps est fait de 30 000 milliards de cellules et à chaque jour, on est pris à produire des milliards de cellules et chaque cellule, chaque mitose qui vise à produire de nouvelles cellules implique la copie de l'ADN de cette cellule-là et l'ADN contient 6 milliards de lettres. Ce qui veut dire que chaque jour, vous copiez 330 milliards de fois 6 milliards de lettres dans votre ADN. C'est inévitable, il va y avoir des erreurs de copie. Et ces erreurs de copie qui surviennent lorsque l'ADN est copié durant la mitose, c'est ce que j'ai appelé la malchance. Alors, la malchance, est-ce que c'est un facteur important dans l'apparition du cancer? Eh bien, pour illustrer son importance, je vous montre ici les résultats d'une étude où on a étudié l'importance relative de 3 facteurs. L'hérédité, à gauche, les erreurs de copie, au centre, et l'exposition à des carcinogènes et des microbes, à droite. Cette étude n'a pas porté sur l'exercice et l'alimentation. Alors, vous voyez 3 femmes dont chacun des organes est plus ou moins coloré en rouge. Plus il y a de rouge, ça veut dire que plus pour l'organe en question, le facteur, malchance, microbe ou exposition aux carcinogènes, ou hérédité, pardon, est important. Alors, quels sont les faits saillants de cette diapositive-là? Eh bien, si on regarde à gauche, pour ce qui est de l'hérédité, on s'aperçoit que c'est le facteur dominant pour aucun cancer. Il n'y a aucun des cancers dont la cause principale, c'est l'hérédité. Si on regarde la femme qui est à l'extrême droite, où on voit l'importance de l'exposition à des carcinogènes et puis l'exposition à des microbes, on voit que pour certains cancers, ce sont les facteurs les plus importants. Alors, le cancer du poumon, le cancer de l'estomac, le cancer du col de l'utérus, le mélanome. Alors, tout ça, ce sont des cancers qui résultent surtout de l'exposition à des carcinogènes ou à des microbes. Et au centre, vous avez illustré l'importance des erreurs de copie. Et ce qu'on voit, c'est que pour beaucoup, et je dirais même pour la plupart des types de cancers, les erreurs de copie ont un rôle encore plus important que l'hérédité, les carcinogènes ou les microbes. Et c'est le cas, par exemple, pour le cancer du cerveau, c'est le cas pour la leucémie. Donc, c'est un cancer c'est un facteur d'OAG qui est très important. Maintenant, sur la prochaine diapositive, on va voir, quand je parle d'erreur de copie, je parle d'erreur de copie dans l'ADN, qu'on voit ici là, sur la diapositive, c'est le facteur qui est commun à tous les types de cancers et les erreurs de copie donc peuvent amener à des fautes dans la séquence de l'ADN. Quel genre de fautes? Eh bien, il faut savoir que l'ADN, qui est présent dans chacune de vos cellules, contrôle tout le fonctionnement de votre cellule. Alors, il y a 3 types d'erreurs qui sont particulièrement fréquentes. La première, c'est
la substitution d'une ou quelques lettres. Alors, si je dis j'ai écouté un discours de Donald Trump ou Donald Trump, ben, vous allez savoir de quel Donald je parle. On peut avoir, deuxième exemple, une perte de lettres, une perte d'information. Alors là, déjà, c'est rarement totalement bénin. Il y a une différence entre j'aime l'Université de Montréal, ben, ce qui est vrai pour tout le monde, et j'aime Montréal. Ben, ce qui est vrai pour tout le monde aussi, mais c'est pas le même type d'amour. Et finalement, les erreurs les plus graves, les erreurs les plus graves sont dues à des translocations. Alors, il y a un bout d'ADN qui va se coller à un bout d'ADN auquel il est normalement pas relié. Alors, si par exemple, je dis j'aime Donald Trump, eh bien, là, vous pouvez vous questionner sur mon jugement et puis décider que vous n'écouterez pas la fin de la présentation. Maintenant, des erreurs de copie, on peut en avoir durant toute notre vie et on accumule ces erreurs-là avec l'âge. Alors, c'est une des raisons qui font que le cancer est plus fréquent avec l'âge et puis plus on prend de l'âge, plus on a des chances, je peux dire, d'avoir un cancer. Ceci dit, je vous présente sur cette diapositive-là des statistiques qui viennent de la Société canadienne du cancer et de Statistique Canada et qui illustrent à différents âges de la vie la fréquence respective des différents types de cancers. Alors, par exemple, 0 à 15 ans, 15 à 30 ans, 30 à 45, etc. L'élément qui frappe, c'est que les types de cancers ne sont pas les mêmes à tous les âges. Bien sûr, parce que, bien sûr, les erreurs de copie, la malchance, ça peut survenir n'importe quand, à n'importe quel âge, mais des mutations dues à de mauvaises habitudes de vie ou à l'exposition à des carcinogènes, ça prend un certain temps avant de se développer. Alors, si vous vous exposez au soleil sans aucune retenue, sans jamais mettre de crème solaire, ça va prendre un certain temps avant que vous développiez un mélanome. Vous n'aurez pas ça à l'âge de 2 ans. Alors, c'est pour ça que le profil des cancers change beaucoup avec l'âge. Si vous regardez chez les jeunes, par exemple, entre 0 et 15 ans, là, il n'est pas question de mauvaises habitudes de vie entre 0 et 15 ans. Alors, leucémie, lymphome, cancer du cerveau. Les cancers plus souvent associés à de mauvaises habitudes de vie ou l'exposition à des carcinogènes, cancer du poumon, cancer du côlon, se développent plus tardivement et on voit qu'avec le temps, à mesure que les gens vieillissent, ce sont les cancers qui deviennent les plus fréquents. Alors, ceci dit, je voulais répondre à la question d'Adam, mais vous pouvez recevoir mon message de 2 façons. Il y a une mauvaise façon de recevoir ce que je vous ai dit. La mauvaise façon, c'est de dire inutile de faire attention, de bien manger, de faire de l'exercice, etc., parce que le hasard est responsable de beaucoup de cancers. C'est vrai pour certains cancers, mais ce serait une très mauvaise stratégie que de mettre de côté le rôle de la prévention parce que pour beaucoup de cancers, c'est l'arme la meilleure que vous puissiez avoir pour ne pas avoir à les affronter. Ceci dit, écoutez, quelqu'un qui a 15 ans et qui a une leucémie, ne lui reprochez pas d'avoir abusé de quoi que ce soit. Le seul facteur, c'est la malchance. Il faut donc accepter qu'il y en a parmi nous qui auront cette maladie simplement parce qu'ils sont malchanceux, pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit d'incorrect. Et c'est le cas du personnage principal du film qu'on va voir ce soir, Adam. Alors, voilà, je vous ai résumé en quelques mots la réponse la plus simple qu'on peut donner à Adam quand il se questionne là-dessus. Maintenant, vous allez voir que vivre ce questionnement-là, c'est plus compliqué
que de simplement donner la réponse à la question. Merci, Jérémy. Alors, Mai, vous avez vécu un peu ce qu'Adam, le héros du film, a vécu. Et alors, à la lumière de votre expérience, qu'est-ce que vous pensez de la façon de réagir d'Adam et de son entourage? C'est clair que en tant que patiente, je me suis beaucoup retrouvée dans la situation d'Adam. Au début, c'est le déni, après, c'est la frustration, puis après, c'est l'acceptation. Donc, ça a été vraiment une gamme d'émotions, puis on pense qu'après, on revient pas au déni, mais tu sais, les montagnes russes, ce sont vraiment des montagnes russes parce qu'on revient souvent, des montagnes russes, mais qui fait au fond un rond, parce qu'on revient souvent à la même case de départ pour dire, je peux pas croire que ça m'arrive, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis évidemment, on se culpabilise aussi beaucoup parce que on se demande réalistiquement qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que c'est mon niveau de stress? Est-ce que j'ai pas bien mangé? Est-ce que j'ai pas assez fait d'exercice? Donc, on se culpabilise beaucoup. Puis l'entourage d'Adam, je vois beaucoup ma mère aussi là-dedans qui voulait absolument être à mes côtés à chaque nanoseconde, mais qui pouvait pas l'être. Puis moi, j'avais de la difficulté aussi à exprimer qu'est-ce que j'avais de besoin. Donc, c'est énormément de solitude pour quelqu'un qui reçoit le diagnostic. Et si je pouvais juste vous raconter comment moi j'ai eu mon diagnostic, si on pouvait juste passer la première diapo, Guillaume, j'ai été diagnostiquée quand ma fille Alice, elle avait 3 ans. Donc, j'avais pas 27 ans comme Adam, j'avais 32 ans. Et c'était sa fête. C'était sa fête, elle avait 3 ans, j'avais 32 ans. Chose qu'elle savait pas, puis que moi non plus, je ne savais pas. J'étais enceinte de mon 2e enfant. Et la 2e photo que vous voyez là, c'est 3 mois seulement après avoir fêté sa fête. Donc, je ne pouvais vraiment pas imaginer qu'un petit rhume que moi, je pensais que c'était absolument rien. Puis quand j'ai été à l'hôpital pour faire un test de routine de sang pour le bébé, le 2e bébé de la famille, puis je m'attendais que tout aille bien, mais on m'a diagnostiqué une leucémie. Donc, ça a été extrêmement choquant. Puis, contrairement à l'oncologue, qui a donné, qui a même pas au fond regardé Adam. Moi, c'était une jeune résidente qui m'a donné le diagnostic avec sa patronne, mais je la voyais elle était extrêmement nerveuse par rapport aux mots qu'elle allait prendre. Elle m'a touché la main. Puis dès qu'elle m'a touché la main, je me suis dit, ah non, ça y est, c'est pas une bonne nouvelle. Quand un médecin touche la main, ça veut dire qu'il va avoir des paroles assez troublantes. Donc, j'ai été diagnostiquée, d'une leucémie myélite aiguë. Donc, quand on dit aigu, ça veut dire qu'on doit commencer les traitements rapidement. J'ai cessé la grossesse. Donc, un avortement. Le lundi, j'ai eu mon diagnostic. Le mardi, on m'a préparé à l'avortement. Le mercredi, on m'a avorté. Et vendredi, j'ai commencé mes traitements de chimiothérapie en isolement. Ça a été assez difficile. J'ai été en rémission, Dieu merci. Mais si on pouvait juste passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Après la rémission, j'ai su que j'avais une rechute. Alors, une rechute, lorsque mon oncologue me l'a annoncé, ça a vraiment été le pire diagnostic, puis je pouvais vraiment pas l'attendre parce que je me sentais vraiment bien, j'avais pas de rhume, et puis on contrôle pas. Puis moi, je suis une personne qui est très en contrôle, et je me rappelle encore que je me suis juste effondrée dans son bureau. Puis c'était une oncologue que j'avais depuis 1 an, puis elle m'a pris dans ses bras, puis je beuglais tellement fort que je suis certaine que la salle d'attente pouvait m'entendre. C'était horrible. C'était la pire journée de ma vie. Encore plus lorsqu'elle m'a dit, écoute, il te faut une greffe de cellules souches.
on a déjà vérifié avec ton frère, ce serait un bon donneur, mais il n'est pas compatible avec toi. On va regarder sur le registre international, mais pour te dire, présentement, il y a très peu de diversité ethnique dans les registres mondiaux. Puis là, j'ai dit, ben, c'est quoi le rapport? J'ai dit, puisque toi, tu es vietnamienne, il te faut absolument un donneur vietnamien. Puis là, à cette diapo-là, c'est juste pour vous dire que il n'y en a pas vraiment de donneurs ethniques. Ça, c'est au Canada, mais dans le monde, c'est le même problème. Il n'y en a pas. Fait qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Puisque je suis dans l'industrie de la publicité, on a lancé une grosse campagne qui s'appelle Save My Duong en 2014. Peut-être que vous l'avez vu. Diapo suivante, s'il vous plaît, Guillaume. Ce qui m'a beaucoup aidé et ce qu'on n'a pas vu dans la vidéo, puis qu'est-ce que moi je vous souhaite, c'est que j'ai été très, très proche de mes médecins. Puis quand on dit un partenariat patient et médecin, j'y crois beaucoup. Donc, les médecins ont été d'une grande force pour moi parce que je leur disais tout. Il y avait comme pas de barrière. Donc, je leur disais comment je me sentais, puis pourquoi est-ce que je voulais faire la campagne que j'allais faire. Et les médecins embarquaient là-dedans. Puis, on était les deux capitaines de ma maladie. C'était pas moi en avant ou eux en avant, on le faisait ensemble. Cette complicité-là, je l'ai vraiment eue avec mes médecins, ce qui m'a vraiment porté, puisque ce que je vous souhaite aussi, c'est d'avoir une excellente communication avec vous, puis le personnel médical, pas seulement les médecins, mais aussi avec les infirmières pivots, les préposés bénéficiaires, tout le monde, lorsque on peut avoir une belle complicité avec ces gens-là, ça devenait quasiment une famille, le personnel médical. Puis, la greffe a fonctionné. La grande campagne n'a pas donné effet pour moi, précisément, mais Emma Québec reçoit environ 3 000 inscriptions de donneurs par année. Cette année-là, on est allé chercher 20 000. 20 000 donneurs de cellules souches qui se sont inscrits. Puis là, on a clairement vu que la population n'est pas du tout au courant de ça. Et donc, c'est un problème de communication. Donc, quelques années après la réémission, après la greffe, diapo suivante, s'il vous plaît, j'ai lancé avec une collègue une fondation. Parce qu'on voulait pas rester statu quo. On voulait vraiment aider les patients, mais on voulait aussi aider les médecins pour que les médecins disent, OK, bon, ben, j'ai une personne d'origine ethnique. J'espère qu'on va pouvoir avoir un donneur ethnique pour cette personne-là pour qu'elle puisse passer à la greffe. Donc, on veut réellement diversifier le registre de donneurs de cellules souches et on a lancé une fondation qui s'appelle Swab the World parce que pour être un donneur de cellules souches, la première chose qu'il faut faire, c'est s'inscrire. Puis s'inscrire, c'est juste avec un Q-tip dans la bouche. C'est un swab. Et on veut pas swabber Québec. On a de grandes ambitions, c'est-à-dire on veut swabber le monde entier. Et donc, la fondation fonctionne très, très bien. On est une jeune start-up, mais c'est vraiment l'aide de la communauté scientifique, des jeunes publicitaires, puis notre grand réseau d'ambassadeurs qui sont des jeunes à l'université qui donnent des conférences sur qu'est-ce qu'un don de cellules souches, mais aussi à quoi l'inégalité raciale peut ressembler. C'est pas seulement dans les médias, c'est pas seulement dans la rue, ça existe dans les hôpitaux, puis il y a moyen d'avoir une action très, très, très concrète. Alors, fin des diapos, mais je voulais tout simplement vous dire que ce que Adam a vécu, cette solitude, c'est tout à fait vrai pour n'importe quel patient qui traverse. Puis la pire chose comme conseil à donner à un patient qui a un cancer, c'est de lui dire « sois positif ». Parce que c'est tellement difficile d'avoir un fardeau, de savoir qu'on doit bien réagir dans son corps, méditer sur qu'est-ce qui va se passer, ne pas savoir c'est quoi la suite des événements, puis on se dit déjà dans notre tête, sois positif, mais d'avoir
un tierce partie qui va dire, ben, soit positif, peut-être ça reviendra pas, mais ça ne peut pas marcher comme ça et donc ça crée plus de frustration que d'autres choses. Donc, je vous dirais, le meilleur conseil, c'est ne dites pas soyez positif à un cancéreux. Et le deuxième, le deuxième truc que je vous dirais, si vous savez pas quoi lui dire, c'est juste d'être présent pour cette personne-là. Puis des fois, c'est juste de l'écoute pour que la personne puisse juste vider son sac, mais être là, être totalement présent. Alors, voilà. Merci beaucoup, Maï. Pouvez-vous nous dire peut-être un mot de plus sur Swap the World et qu'est-ce que cette fondation que vous avez créée fait en pratique? La fondation, ce qu'on fait, c'est on a 2 volets. On a le premier volet, c'est-à-dire on fait des campagnes de publicité pour des patients qui ont un cancer du sang ou une maladie grave qui nécessite un don de cellules souches. Donc, on fait des campagnes de publicité pour aller chercher, pour pouvoir bien communiquer le fait que cette patiente-là ou ce patient-là a besoin de donneurs d'origine latino, d'origine haïtienne, etc. Ça, c'est notre premier volet. Notre deuxième volet, on donne c'est au niveau de l'éducation, on donne des conférences. Alors, on va dans les écoles avec nos ambassadeurs. Donc, on a 100 ambassadeurs sur plusieurs campus, l'Université de Montréal, McGill et les autres universités. Et donc, ces étudiants-là sont portés par la mission de Swap the World et donnent des conférences aux plus jeunes dans les écoles secondaires, dans les groupes ethniques, dans les associations de l'école pour pouvoir mousser et faire comprendre qu'est-ce que le don de cellules souches et qu'est-ce qui existe avec l'inégalité raciale. Et c'est ce qu'on fait. Et un scoop pour vous, on a fait des conférences à l'international et on va probablement ouvrir 2 chapitres, un à Toronto et un à New York parce qu'on a vu qu'il y avait des étudiants qui nous ont vus puis qui nous ont dit « Hey! Nous aussi, on veut faire partie de Swap the World. » Puis on est à l'école de l'Université de New York. Alors, petite primeur. Wow! Wow! Alors, ça, j'étais pas au courant. Alors, mais je trouve ça vraiment enthousiasmant. Alors, on va passer maintenant à Héralda. Héralda, je ne veux pas faire de peine, mais l'oncologue dans le film, c'est pas notre personnage favori. Alors, dites-moi, est-ce qu'il est représentatif de la majorité des oncologues et est-ce que vous auriez des conseils à lui donner? Oui, donc effectivement, l'oncologue, c'est un très mauvais exemple de comment annoncer une mauvaise nouvelle à un patient. Donc, dès que Adam rentre dans la pièce, comme May disait, il le regarde pas, il fait pas d'introduction, il lui annonce son diagnostic en jargon médical incompréhensible, il fait aucune empathie, puis on voit tout de suite l'impact que ça a dans la relation entre Adam puis le médecin, c'est-à-dire il n'y a pas de lien de confiance qui s'établit. Est-ce que c'est représentatif? Les études qui ont été faites dans les dernières années ont justement posé des questions aux patients. Est-ce que votre médecin, quand vous avez eu l'annonce de mauvaises nouvelles, a fait preuve d'empathie? Puis malheureusement, c'est 50% des patients qui disent que le médecin qui leur a annoncé la mauvaise nouvelle n'a pas fait preuve d'empathie. Donc, dans ce contexte-là, plusieurs groupes se sont penchés sur comment est-ce qu'on peut faire une bonne annonce de mauvaises nouvelles. Puis, ils sont venus avec différentes stratégies qui se résument pas mal toutes dans des points similaires. Donc, pour le médecin, la première étape, c'est vraiment de préparer l'annonce. C'est-à-dire qu'on choisit un moment dans la journée où est-ce qu'on a le temps pour faire de l'annonce. Ça prend plus de temps qu'un suivi normal. On prépare le dossier, on sent toutes les images que le patient pourrait avoir besoin de regarder, tous les résultats qu'on pourrait avoir besoin de repasser par-dessus. On prépare la pièce, on ferme notre pagette, on a une boîte de Kleenex à côté de nous au cas où. Ensuite de ça, quand le patient rentre dans la pièce, la première étape, c'est vraiment de se mettre au même niveau.
C'est-à-dire que si un patient est arrivé parce qu'il avait mal au dos, puis que par hasard, on a trouvé un cancer du poumon, on peut pas tout de suite lui annoncer en passant, voici votre diagnostic, il y a un cancer du poumon. Parce que oui, certains patients vont être très, très au courant de tous les tests qui ont été faits, mais d'autres, ils n'ont pas tout à fait suivi quels tests ont été faits, pour quelles raisons. Donc, on repasse avec eux, qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait. Puis là, aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu? On attend cette biopsie ou ce résultat. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'attend? Puis là, quand on est rendu au même point, c'est là qu'on divulgue le diagnostic. Donc, quand on donne l'information, il faut qu'on la donne de la manière la plus compréhensible possible. Utiliser des termes comme neurofibrosarcome, ça dit pas grand-chose à grand monde, puis c'est incompréhensible pour le patient. Donc, il faut vraiment donner des termes clairs comme cancer, tumeur, agressif, non agressif. Quand on dit les termes cancer, la réaction des patients, puis c'est en fait le film 50-50, c'est un film qui m'est extrêmement cité par les patients. Donc, ils vont dire, je me suis sentie exactement comme le personnage dans le film. Ils n'entendent plus rien. Ils perdent complètement l'attention. Il n'y a plus rien qui rentre. Donc, nous, à ce moment-là, comme oncologues, c'est très important d'éviter de les bombarder en passant, on va faire tel test, on va faire tel traitement, voici les effets secondaires. Il faut vraiment qu'on garde un moment de silence pour permettre aux gens de digérer ce qu'on vient de leur dire. Puis quand les patients commencent à exprimer des émotions, il faut absolument qu'on les adresse avec de l'empathie. Donc, l'empathie, c'est une pierre angulaire de faire une bonne annonce de mauvaises nouvelles. C'est ce que le médecin manquait clairement. En fait, lui, il manquait toutes les étapes, mais l'empathie, c'est un point très important. Faire preuve d'empathie, puis ressentir de l'empathie, c'est deux choses complètement différentes. Je connais pas beaucoup de médecins qui ne se sentent pas très affectés quand ils vont annoncer une mauvaise nouvelle à un patient. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont faire comprendre aux patients qu'ils ressentent cette empathie-là. Donc, des fois, par exemple, dans mon travail, quand je vois un patient puis que j'annonce une mauvaise nouvelle, ça arrive que c'est la première fois que je vois le patient. La situation est déjà assez lourde en termes d'émotion, puis je le connais pas très bien. Donc, c'est pas si facile pour moi de faire un lien immédiatement d'empathie, mais c'est quelque chose qu'il faut développer de manière essentielle quand on est médecin. Il faut qu'on se prépare tout pendant nos études médicales à avoir des gestes empathiques, à avoir des termes empathiques, à vraiment démontrer ce que la plupart d'entre nous ressentent fortement. Également, dans le même sens, il faut adresser les inquiétudes du patient qui peuvent être très différentes d'un patient à l'autre. Donc, en fait, quand on dit le mot cancer, certaines personnes vont se dire: est-ce que je perds mes cheveux? Puis ils vont pas écouter le reste de notre agenda médical où est-ce que nous, on veut parler des traitements, des tests. Ce qu'ils veulent savoir, c'est: est-ce que je vais pouvoir vivre 3 mois de plus pour voir mon premier petit-fils naître? Donc, il faut absolument répondre aux inquiétudes du patient, puis suivre son agenda personnel, puis ses inquiétudes, parce que autrement, on est vraiment sur 2 longueurs d'onde, puis il n'entend pas ce qu'on dit, puis on répond pas à ses besoins. Finalement, le dernier point, c'est vraiment de faire un plan clair et robuste. Donc, ça, c'est le point qui m'a été le plus, disons, rapporté par les patients comme étant un point primordial pour eux qui fait une différence entre une bonne et une mauvaise annonce de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que quand, à la fin de l'entrevue, ils se sentent bien pris en charge, ils savent où est-ce qu'on s'en va, ils savent où est-ce qu'on s'enligne, quels vont être les tests, quel va être le suivi, comment est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre puis avoir un suivi très proche avec l'équipe médicale. Ça fait toute la différence parce qu'ils se sentent beaucoup mieux pris en charge.
Donc, désormais, toutes ces stratégies font partie du cursus médical. Il n'y a pas si longtemps que ça c'était pas enseigné. Puis en fait, être médecin, ça voulait dire avoir des compétences de diagnostic, avoir des compétences pour traiter, mais les compétences de communication étaient moins prises au sérieux. Alors que pour le patient, c'est très sérieux, c'est central à la relation qu'il a avec son médecin, à comment est-ce qu'il va vivre sa maladie. Donc, il faut absolument que ces compétences-là soient très bien développées. Donc, généralement, comment ça se passe, c'est que les étudiants en médecine, on va avoir une checklist avec toutes les choses. Est-ce qu'on les a fait, comme Mike disait tantôt? Donc, est-ce qu'on a demandé comment la personne se sentait? Est-ce qu'on a fait un reflet empathique? Est-ce qu'on a mis notre main sur le patient? Donc, effectivement, la main sur le patient, ça faisait partie des checklists. Donc, c'est une des choses qu'on peut faire pour démontrer de l'empathie. On se pratique initialement entre jeunes étudiants de médecine, parfois avec des acteurs, puis par la suite, on va faire des annonces à des patients. Quand on est des résidents, on se fait évaluer régulièrement par d'autres médecins. Puis c'est une priorité à l'Université de Montréal en oncologie de développer ces compétences-là parce que on sait que c'est un moment extrêmement important dans la vie du patient. C'est un moment que le patient va se souvenir pendant longtemps. C'est un moment qui peut être charnière dans l'établissement d'un lien de confiance entre le médecin puis le patient. Si ce moment-là se passe mal, parfois, les patients traînent plus d'amertume pendant le reste de leur traitement. Donc, c'est vraiment une compétence extrêmement importante à acquérir pour tous les médecins. Finalement, pour terminer sur un petit côté plus positif, je tiens juste à dire qu'en oncologie, en ce moment, il y a énormément de progrès dans le monde de la recherche. Donc, il y a deux grosses lignes où est-ce que ça a beaucoup bougé en oncologie. Vous en avez probablement entendu parler dans les médias. Donc, le premier domaine, c'est vraiment le domaine de l'immunothérapie. Donc, ça, c'est des molécules qu'on va donner aux patients, puis qui vont permettre au système immunitaire d'aller attaquer le cancer. Donc, pour certains cancers comme le mélanome, les résultats ont été spectaculaires. Puis, les équipes de recherche dans le monde entier sont encore en train de développer différents outils pour rendre l'immunothérapie plus efficace dans toutes les formes de cancer différentes. Le deuxième domaine, c'est la thérapie ciblée. Donc, la thérapie ciblée, le principe de base, c'est qu'on va prendre le cancer d'un patient, puis on va regarder dans ce cancer quelles sont les mutations, qu'est-ce qu'il y a comme particularité, puis c'est ce qu'on va viser. Donc, c'est pour cette raison-là que parfois, on va avoir des patients avec le même diagnostic, puis un patient va avoir des pilules, un patient va avoir de la chimio, grâce aux thérapies ciblées qui ont fait vraiment des bénéfices spectaculaires également en cancer du sang, en cancer du poumon et dans d'autres cancers également. Merci beaucoup, Héralda. Je voudrais vous poser une question concernant un point important. Jérémy l'a mentionné en début de séance. Si on regarde l'incidence du cancer, donc le nombre d'individus qui ont un diagnostic de cancer, on voit qu'il augmente à mesure que l'âge de la population augmente. Mais pourriez-vous nous dire un mot sur le taux de mortalité dû au cancer? Autrement dit, est-ce qu'il y a des cancers où on a fait plus de progrès et où on meurt moins qu'on mourait avant? Oui, absolument. Il y a des progrès dans beaucoup de cancers. En fait, dans tous les cancers majeurs, que ce soit avec l'entremise des dépistages, comme par exemple avec la mammographie ou avec les colonoscopies qu'on a rajoutées, où est-ce qu'on est capable d'attraper un cancer plus tôt, ou que ce soit avec des traitements ciblés beaucoup plus rapidement dans l'évolution d'un patient. Il y a eu des progrès majeurs qui ont été faits
à plusieurs fronts. Il reste des cancers où est-ce qu'il y a eu peu de développement, des cancers généralement plus rares, où est-ce qu'il y a eu moins de recherche, où est-ce qu'il y a eu moins d'avancées en termes de dépistage également. Donc, ces cancers-là, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais pour la plupart des cancers communs, il y a eu des gros progrès avec une bonne diminution de la mortalité. Ah, ça, c'est encourageant. Et ça nous dit aussi, s'il y a des gens qui pensent pharmacoéconomie ou finances publiques du Québec, que oui, peut-être que le nombre de cancers va augmenter avec l'augmentation de la population et de son âge, mais si on guérit plus de monde, ça veut dire que les coûts augmenteront pas de façon parallèle à la fréquence des cancers. Absolument. Alors, est-ce que nous serions maintenant prêts pour d'éventuelles questions? Oui, en fait, si je peux reprendre la parole. Bonjour, c'est Lindsay. Je suis là donc pour la période de questions-réponses. Je veux juste rappeler au public, s'il vous plaît, de poser vos questions dans la section questions-réponses. Monsieur, le docteur Perrault, Mai Duong et Eralda Kina pourront donc répondre à vos questions. Pour l'instant, j'en ai une d'Hélène Delille qui dit lorsqu'on comprendra les causes des mutations, est-ce qu'on ne parlera plus à ce moment-là de malchance? Alors, je vais prendre cette question-là. Alors, je pense que non. Je pense que une des choses qu'on souhaite tous, c'est vivre le plus vieux possible. Et la condition humaine, si je peux dire, du point de vue biologique, le vieillissement, ça veut dire que on a des cellules dans notre corps qui se sont divisées de plus en plus souvent à mesure qu'on vieillit. Et ça, c'est pour le moment irréversible. Et comme je l'ai dit au début de la séance, chaque division cellulaire entraîne un risque d'erreur de copie et avec l'âge, les erreurs de copie, donc les mutations, s'accumulent. Et pour le moment, je dirais que ça, c'est comme une limite qu'on ne voit pas comment on pourrait bien la franchir. Et on n'a pas d'idée actuellement de comment on pourrait soit prévenir, soit corriger les erreurs de copie. Ça serait fantastique, corriger les erreurs de copie, mais actuellement, on n'a pas d'outils pour faire ça. Je vous remercie de votre réponse, Dr Perrault. On a une autre personne ici qui vient de demander comment devenir un donneur de cellules souches. Est-ce que tout le monde peut devenir donneur aussi? Alors, je prends la question. Mai, ça c'est pour toi. Oui. Premièrement, il faut être en santé. C'est-à-dire pas de maladie auto-immune. Et pour être un donneur de cellules souches, si on est résident au Québec, il faut être âgé entre 18 et 35 ans pour l'inscription. Alors, c'est pour ça qu'on rentre dans les universités, c'est pour ça qu'on parle dans les écoles secondaires pour que les jeunes soient au courant. Lorsque moi, j'étais au courant du don de cellules souches, la plupart de mes amis aussi, on était tous trop vieux. On n'était pas si vieux que ça, mais on avait... moi, à l'époque, j'avais 34 ans, j'avais des amis à 35-36 ans, limite, et passé 35 ans... le registre n'accepte plus les inscriptions parce que les médecins greffeurs habituellement préfèrent les donneurs de cellules souches qui sont jeunes parce que les cellules sont plus en santé, qui vont donner un meilleur rétablissement pour le patient, mais aussi pour le donneur. Donc la priorité, c'est être âgé entre 18 et 35 ans au Québec, être en santé. Et le troisième critère, c'est d'accepter de donner à n'importe qui
dans le monde. Donc, si on s'inscrit, on s'inscrit pas seulement pour un patient qu'on a vu à la télévision, mais ce don-là vous allez peut-être sauver la vie d'une personne dans un autre continent. Mais on ne vous enverra pas dans cet autre continent. Vous allez rester ici. Alors voilà. Est-ce que je peux poser une autre question à Mai? Oui. Alors, Mai, comment expliquez-vous les différences, la difficulté à avoir des donneurs chez les gens qui sont d'origine ethnique diverse? C'est une bonne question. C'est une question aussi qu'on se pose. Il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse que je me dis qui peut être vrai, c'est il y a eu une vague d'immigration dans les pays riches, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Canada. Et donc, ces immigrants de première génération, comme mes parents, leur but premier, c'était de survivre, d'avoir un gagne-pain, d'avoir un toit, de subvenir aux besoins. Donc, c'est vraiment la base. C'est des besoins primaires qu'on essaie d'avoir et de donner la meilleure éducation qu'on peut aux enfants pour que les enfants puissent bien réussir. Donc, le don de sang ou le don de cellules souches, ça n'a jamais eu, on n'en a jamais entendu parler. Et c'est pas non seulement dans la communauté asiatique, mais dans les autres communautés culturelles. Lorsqu'il y a eu une vague d'immigration qui se sont installées ici, ce n'est pas la priorité. Et donc, ce sont souvent des jeunes de deuxième génération qui sont beaucoup plus occidentalisés, qui réalisent que, OK, on est bien intégrés au Canada et au Québec, puis là, c'est là qu'on essaie d'attirer leur attention sur une problématique que leurs parents ont jamais entendu parler parce qu'ils ne savaient pas. Puis maintenant, eux qui sont à fleur de peau avec l'inégalité raciale, et là se disent, mais moi, en tant que Canadien, résident, Québécois, je peux réellement faire une différence. Merci beaucoup pour vos réponses. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont très, très intéressées par le don de cellules souches. Yeah! Et ils demandent même des précisions à comment se déroule exactement le processus de don. Est-ce que vous aurez des éléments à leur donner par rapport à ça? Oui, absolument. Le premier point, c'est aller sur notre site Internet qui est swab, SWAB, theworld.com. Toutes les informations y sont. Lorsque vous allez sur la page être un donneur, vous allez voir tous les critères. Donc, les 3 critères de base que je vous ai donnés. Vous êtes intéressé, vous inscrivez, on vous envoie un kit de swab du registre de Emma Québec. Donc, Emma Québec envoie le kit de swab, le kit de frottis buccal, vous le faites, vous le réenvoyez. Et ça se peut très bien que vous n'allez jamais être appelé parce que vous n'allez pas être matché avec un patient. Donc, c'est rare d'être matché avec un patient. C'est une chance sur 800 d'être appelé. Donc, lorsqu'on se fait appeler, on dit oui. On passe des tests à l'hôpital pour voir si on est vraiment la personne unique, si on a vraiment gagné la loto pour sauver ce patient-là. Si c'est oui, il y a 2 options au niveau du don. C'est par prélèvement périphérique. C'est similaire au don de sang. On vous donne des médicaments 5 jours avant pour aller collecter les cellules souches qui sont à l'intérieur de votre moelle. Donc, ça va sortir en excédent et le jour J, vous asseyez là, puis il y a une machine, une centrifugeuse qui va prendre les cellules souches de votre sang, puis le sang qui n'est pas utilisé va être retourné à l'autre bras. Ça dure entre 4 et 6 heures. Vous êtes parfaitement conscient. Vous pouvez regarder du Netflix ou bien regarder 50-50. Dans un autre cas, c'est au bloc opératoire, donc c'est sous anesthésie générale. Les médecins vont aller prendre les cellules souches directement dans la moelle. Donc, c'est vraiment un don de moelle osseuse. Dans les 2 cas, c'est le donneur qui a le dernier mot. Le médecin peut demander, on aimerait ça avoir un don par moelle osseuse, mais c'est le donneur qui choisit s'il veut aller avec cette voie-là ou non. Et parce que votre corps, c'est votre temple, donc vous choisissez. Alors voilà les 2 méthodes de don.
Merci beaucoup. On va revenir ici au sujet dont parlait donc Dr. Kina ici, qui était par rapport au manque d'empathie qu'on peut retrouver. Et vous aviez cité l'étude qui disait que 50% des patients trouvaient donc que leur oncologue avait manqué d'empathie pendant l'annonce du diagnostic. Il y a des gens en fait qui posent plusieurs questions là-dessus. Ils se demandent est-ce que il y a des choses qui pourraient l'expliquer si jamais vous avez des pistes là-dessus, mais aussi plus important, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on trouve que notre oncologue manque d'empathie? OK, merci. C'est des excellentes questions. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on peut expliquer le 50%? Le 50%, c'est des études qui datent des années 2010 environ, donc ça fait 10 ans. L'intégration des compétences de communication, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, je pense qu'il y a eu un réveil dans la communauté médicale, puis par rapport au fait que la communication est très, très importante, puis que les patients se sentent vraiment pas écoutés, qu'ils n'ont pas l'impression que leur médecin a de l'empathie. Puis ça a allumé beaucoup de cloches partout dans le monde. Puis c'est dans ce contexte-là que les gens se sont vraiment mis ensemble puis ont établi des règles. Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que la plupart des médecins vivent beaucoup d'empathie pour leurs patients, puis des fois même trop. Puis il y a beaucoup de gens qui prennent une distance. Les gens, comme je disais plutôt avoir de l'empathie puis faire des gestes ou des termes d'empathie, c'est vraiment deux catégories différentes. Puis il y a beaucoup de personnes qui pensent que magiquement le patient va comprendre qu'ils se sentent mal pour eux, qu'ils se sentent tristes pour eux, qu'ils les supportent pleinement, mais ce n'est pas le cas. Il faut qu'on apprenne à communiquer. Puis ça fait pas très longtemps qu'on dit que c'est important d'apprendre à faire ça. Donc auparavant on disait t'es un bon médecin, tu diagnostiques, tu traites, puis tu gardes une certaine distance. Si tu es humain, puis certains médecins l'ont naturellement. Donc, ou parmi les plus vieux médecins, il y en a qui sont naturellement extrêmement humains, puis que leur expérience leur a permis de devenir de plus en plus humains, d'avoir vraiment un excellent contact avec le patient. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis pour ceux qui n'ont pas naturellement un contact empathique, ça n'a jamais été enseigné ou appris. Donc, je pense que ce qui l'explique, c'est un manque de développement de ces capacités-là, puis le désir de certains médecins de prendre du recul face à des situations qui nous touchent régulièrement, qui nous touchent beaucoup. Puis, qu'est-ce que vous faites si vous trouvez que votre médecin manque d'empathie? La première chose à faire, c'est de lui refléter. Des fois, les médecins, ils se rendent pas compte du tout de ce qu'ils font. Ils pensent dans leur tête qu'ils sont très empathiques. Puis ils ont beaucoup d'empathie pour vous. Ils vont penser à vous même quand vous allez être parti. Ils vont être tristes pour vous. Puis pourtant, quand vous êtes là, ils vont pas nécessairement vous le faire ressentir. Donc la première chose, c'est de lui dire. Vous allez jamais être, ayez jamais peur de discuter avec votre médecin puis de lui dire les choses clairement si vous trouvez qu'il y a un manque à ce sujet-là. Si malgré que vous lui disiez, il essaie pas d'expliquer ou il s'excuse pas, à ce moment-là, demandez un changement de médecin, puis avisez votre nouveau médecin que l'ancien médecin manquait d'empathie. Le plus important là-dedans, c'est qu'il y ait un apprentissage continu qui se fasse. C'est pas que vous acceptiez des comportements qui vous blessent ou que le médecin soit réprimandé. C'est vraiment que ce médecin-là qui va avoir des tonnes et des tonnes de patients au cours de sa carrière, il sache très rapidement que il y a certaines choses à améliorer puis qu'il le fasse dans le temps. Donc, c'est très, très important qu'il y ait un apprentissage continu. Puis ça arrive seulement s'il y a des patients qui le disent. Parce que nous autres, comme médecins, on n'est pas dans la pièce avec vous quand les annonces se parlent. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Non? Juste une question à Eralda. Est-ce que vous pensez qu'il y a
je dirais, la réticence ou la difficulté de certains médecins à manifester, à témoigner de leur empathie. Pour certains d'entre eux, c'est comme un geste de protection maladroit, en ce sens que ils ont peur que ça soit trop difficile pour eux-mêmes. Oui, puis en fait, je vous retourne la question parce que vous en connaissez beaucoup plus que moi des médecins. Donc oui, je pense que beaucoup de médecins, effectivement, ont ce réflexe-là d'essayer de se protéger. Je sais que des fois, personnellement, quand j'ai eu des patientes qui étaient extrêmement similaires à moi, le même âge, la même situation, des fois, j'avais beaucoup de difficultés quand je leur annonçais la mauvaise nouvelle, j'étais moi-même submergée de tristesse, de colère, de pourquoi ça leur arrivait à elles. Puis, j'ai trouvé que ces moments-là étaient d'autant plus difficiles de démontrer de l'empathie adéquatement parce que on veut pas être trop ému devant notre patient. Il faut qu'on garde notre sérieux. Donc, des fois, oui, il y a cet aspect-là on essaie de garder une distance, mais ce n'est pas adéquat. Puis, c'est notre devoir en tant que médecin de vraiment faire notre rôle, de montrer de l'empathie, de voir où est-ce que nos comportements clochent, puis de s'améliorer. Merci beaucoup pour vos réponses. Et justement, je pense que ça nous amène un petit peu sur le terrain de l'entourage. On le voit dans le film, comment l'entourage a vraiment été présent pour certains, un peu moins pour d'autres. Il y en a qui ont fait quelques actions qu'on pourrait juger de, pas très louables, mais c'est quand même une certaine protection là, de chacun aussi. Donc, est-ce que vous avez des conseils ou des observations pour justement les proches d'une personne qui est en train de vivre ça, qui est en train de passer au travers de cette maladie? Alors, je pense que je demanderais à Mai de répondre la première à cette question-là. Déjà, vous avez abordé la question en disant dites pas au patient qui est confronté avec le cancer d'être positif. Une fois qu'on lui a pas dit d'être positif, est-ce qu'il y a des choses plus positives qu'on peut faire? Je pense que les choses les plus positives qu'on peut faire au patient, c'est de lui parler. Tu sais, très souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est on va vouloir parler à notre ami, mais il y a comme le gros l'éléphant blanc dans la pièce. On dit, est-ce qu'on en parle-tu? On n'en parle pas? Est-ce que si on en parle trop, est-ce qu'il va être tanné? Puis c'est d'avoir l'approche. Je vais te dire qu'est-ce que je pense. Je pense que j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer présentement parce que je sais pas comment tu vis. J'aimerais ça être là pour toi, mais je sais pas. Tout ce disclaimer-là au début, ça rassure beaucoup le patient parce qu'il se dit, OK, ben, l'autre personne, mon ami, veut juste me parler puis a de la difficulté à me parler. Fait que là, le patient va lui dire, OK, bon, ben, en toute transparence, aujourd'hui, ça va pas super bien. Je me sens pas bien. Je broie du noir. Puis j'aimerais ça que tu m'écoutes seulement. Puis très souvent, l'autre personne va juste se sentir, OK, bon, ben, je me suis exprimée. J'ai dit que j'étais inquiet. Puis elle m'a dit qu'elle allait pas bien puis qu'elle voulait juste que je l'écoute. Donc, très souvent, pour l'entourage, c'est difficile de dire d'être présent, mais souvent, je vous dirais, dès les premiers instants du diagnostic, la première semaine, on est submergé de messages de « on est là pour toi, on pense à toi, on prie pour toi ». Puis après, à la deuxième, troisième semaine, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Donc c'est important, pas seulement la première semaine, mais de façon sporadique, d'écrire un petit courriel, d'envoyer des fleurs, de donner de la bouffe, de prendre soin de la famille. Mais c'est ça, c'est d'être là de façon continue et non d'être on pense à toi, on prie pour toi au début, puis après on les entend plus du tout vers la fin. Mes conseils. Je trouve que c'est un super bon conseil. Et je ne sais pas si Iralda, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus.
Oui, en fait, quand nous, on fait des annonces de mauvaises nouvelles, puis qu'ensuite on suit un patient qui est sous traitement, ce que j'ai remarqué, c'est que la présence de quelqu'un qui va garder en quelque sorte le cap pendant que le patient il est, comme Mike disait, complètement submergé, il est encore sous le choc, le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours aux rencontres, qui ait un petit calepin, qui note les choses, qui essaie de garder son calme, ça aide souvent beaucoup pour le patient. Et Héralda, est-ce que vous avez vu des statistiques récentes sur l'impact du cancer sur les unions? Autrement dit, le taux de divorce dans les mois ou les années qui suivent un tel diagnostic? J'ai pas vu de statistiques, mais par contre, si je me fie à combien moi j'ai vu de patients qui se sont séparés suite à un diagnostic de cancer, je vous dirais que c'est pas nul. Il y a quand même une bonne proportion qui se séparent parce que justement, il y a beaucoup de lourdeur tout d'un coup, puis des fois, le conjoint, la conjointe trouve ça tellement difficile et pas capable nécessairement de le gérer, c'est plus comment se comporter, puis s'en va de la relation. Donc malheureusement, ça arrive plus souvent que ce que je pensais initialement avant de pratiquer. Et je crois qu'il en est ainsi même dans le cas des cancers pédiatriques, où si on regarde le taux de séparation chez les enfants, les parents de l'enfant en question, on voit que le cancer a un impact important. Alors, merci, oui, très éclairant. Merci beaucoup pour toutes ces réponses-là. Ça change un petit peu de cap ici. On parle, les gens sont très curieux du vaccin sur lequel vous travaillez, Dr Perrault. Ils aimeraient savoir que cible votre vaccin, justement, sur lequel vous travaillez avec votre équipe. Si vous pouvez en parler un peu plus. Ah oui, absolument, absolument. Alors, écoutez, comme Héralda vous l'a dit, une des découvertes ou des réalisations majeures des dernières années, c'est que notre système immunitaire est capable de réagir et de tuer des cellules cancéreuses. Et à vrai dire, c'est difficile pour une cellule cancéreuse d'échapper à l'attaque du système immunitaire. Autrement dit, si on n'avait pas de système immunitaire, le taux de cancer serait multiplié par 10 fois. Alors, ceci dit, il y a des cancers qui réussissent à s'établir puis à proliférer. Alors, ce sur quoi nous travaillons, nous, c'est sur le développement de vaccins pour traiter le cancer. Pas pour prévenir, mais pour traiter le cancer. Et je dois dire que un bon côté de la COVID, qui est par ailleurs abominable, c'est que la COVID va avoir attiré l'attention de beaucoup de gens sur le développement de vaccins et ça va être utile aux gens qui, comme nous, veulent développer des vaccins pour autre chose que prévenir une infection à coronavirus, mais des vaccins plutôt pour traiter le cancer. Et au cours des dernières années, on a fait des avancées importantes dans cette optique-là, parce que quand on développe un vaccin, dans le fond, là, si on veut développer un vaccin, il faut quoi? Il faut injecter à un individu une protéine étrangère. Dans le cas du vaccin contre le coronavirus, ben, le vaccin, c'est une protéine du coronavirus. Alors, si on veut développer un vaccin pour traiter le cancer, il faut donc vacciner les patients atteints de cancer par des molécules qui sont juste présentes sur les cellules cancéreuses, mais qui sont présentes nulle part ailleurs. Et là, la question à $1 milliard, c'est OK, mais c'est quoi ces molécules-là? Quelles sont-elles? Et on a trouvé qu'il y avait une source, la source la plus importante de protéines étrangères présentes uniquement sur les cellules cancéreuses. Ce sont des protéines qui sont fabriquées par
une partie de notre ADN présent dans toutes nos cellules, une partie de l'ADN qu'on appelait auparavant l'ADN poubelle, parce qu'on ne savait pas à quoi il servait. Alors, on a trouvé que cet ADN poubelle, dans les cellules cancéreuses, fabrique des molécules qui sont présentes juste sur les cellules cancéreuses. Et si on arrive à stimuler le système immunitaire à réagir contre ces molécules-là, eh bien, il y a juste les cellules cancéreuses qui vont être éliminées. Alors, ça marche chez la souris. Chez l'humain, on n'est pas rendu encore à des essais cliniques, mais on espère y arriver prochainement. Je dirais qu'on a avancé beaucoup pour 2 types de cancers, les leucémies aiguës myéloïdes et puis le cancer de l'ovaire. Et actuellement, nos efforts se concentrent surtout sur 2 autres types de cancers, le cancer du sein avec Eralda et le cancer du poumon. Merci beaucoup. Vous avez répondu justement à une partie d'une question. Il y avait une personne qui demandait justement, lorsque vous parliez des taux de guérison, où en était rendue la recherche, elle posait la question pour ce qui en était en fait des cancers métastatiques ou encore du cancer du sein. Donc, où en était la recherche là-dessus, où en étaient les taux de guérison aussi là-dessus. Ben, je pense qu'il y a des choses à dire sur le présent. Si on prend le cancer du sein, qui est certainement un des cancers les plus fréquents, Eralda, pourriez-vous nous donner une idée approximative du taux d'amélioration qu'on a réussi à obtenir dans le traitement du cancer du sein? Si on compare le taux de survie ou de guérison maintenant à ce qu'il était il y a 20 ans, par exemple. Jusqu'à quel point on a fait des progrès? OK. Donc, le cancer du sang, donc, comme vous le savez, les cancers, il y en a qui sont curables, donc qui sont localisés, qu'on enlève avec une chirurgie, on fait des traitements, puis que c'est fini après. Quand on parle d'un cancer métastatique pour le cancer du sang, il y a plusieurs catégories. Puis les gens qui ont été des patients savent que ces catégories-là, il y a certains qui ont des récepteurs aux hormones, il y en a qui ont des mutations spéciales. Donc, puis ils sont tous traités de manière différente. Dans les dernières années, il y a eu des évolutions pour tous les types de cancers du sang. Donc, il y a eu des progrès pour tous les différents catégories. Puis, on parle de gains de plusieurs années en fait, pour les cancers hormonaux positifs, pour les cancers avec le HER2, pour les cancers avec le triple négatif, ça c'est quelque chose qui avance un petit peu plus lentement, mais où est-ce qu'il y a eu encore des progrès. Donc, globalement, le cancer du sang, on parle, comparé à il y a 20 ans, les patients vivent des années de plus quand ils sont diagnostiqués par rapport à ce que c'était il y a 20 ans. Donc, il y a eu beaucoup de progrès. Et si je peux ajouter un mot à ce qu'Eralda nous a dit, quand je vous ai parlé tout à l'heure des types de cancers sur lesquels on travaillait là, pour développer nos vaccins, les choix sont pas faits au hasard. Pour nous, le critère numéro 1 qui détermine si on va travailler sur un cancer, c'est son impact sur ce qu'on appelle les années de vie perdues. Alors, plus un cancer est fréquent et plus il survient chez des gens jeunes, plus il fait perdre des années de vie à la population. Alors, les cancers auxquels on s'attaque, le critère numéro 1, c'est ceux qui font perdre le plus d'années de vie à la population. Le critère numéro 2, celui-là est moins sexy. C'est un critère très pratique. C'est que pour découvrir les antigènes les molécules avec lesquelles on peut fabriquer des vaccins, il nous faut des tumeurs, des banques de tumeurs de très haute qualité. Et il y a pas de banque de tumeurs pour tous les types de tumeurs. Alors, par exemple, je prends l'exemple du cancer du pancréas. Alors, c'est un des cancers que je déteste le plus quand je regarde sa fréquence et qui augmente.
dans le temps et les progrès très minimes qui ont été faits pour ce cancer-là. Alors, on aimerait beaucoup le mettre le plus rapidement possible sur notre liste de cancers sur lesquels on va travailler. Ce qui nous manque, là, c'est une banque de tumeurs. Merci beaucoup encore pour vos réponses. J'ai 2 dernières questions que je vais vous poser parce que je vois le temps filer et c'est très intéressant tout ce que vous dites. Mais j'ai trouvé cette question-là intéressante de Yvon Chouinard qui dit que dans le film, on voit qu'Adam est allé tout de suite sur Internet vérifier donc description, aller essayer d'avoir le plus d'informations possible. Pour vous, peut-être que vous vous retrouvez aussi là-dedans, Mai Duong, sûrement que vous avez fait des recherches aussi lorsqu'on vous a donné votre diagnostic. Est-ce que pour quelqu'un qui vient avec ces informations-là, c'est intéressant, c'est bien de recevoir justement ce plein d'informations, ou bien qu'est-ce que vous diriez que cette personne-là devrait faire? Alors, je vais plonger avant Mai, si vous le permettez, Mai. Alors, mais moi, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur Internet, mais si on va voir les bonnes sources. Alors, ça veut dire, par exemple, si vous allez sur le site de la Société canadienne du cancer, ou si vous allez sur le site de Leucémie et Lymphome Canada, là, vous allez avoir des renseignements de qualité. Mais je suis pas certain qu'on puisse se fier aux renseignements qu'on trouve ailleurs. Alors, Mai, je vous passe la parole sur ce sujet délicat. Ah, moi, je suis Madame Google. Lorsque j'ai eu mon diagnostic, durant le diagnostic, après le diagnostic, j'ai tout le temps essayé de trouver des informations. Puis après, je m'auto-diagnostiquais. Puis après, j'ai ramené ça à l'oncologue. Puis j'ai dit, voici qu'est-ce que j'ai trouvé. Puis très souvent, ça a été, haha, t'as été trop souvent sur Google. Donc, mes médecins, me connaissant, savaient que j'allais amener une tonne d'informations puis que je voulais vérifier avec eux. Puis après, on en discutait, mais en aucun cas, ce que j'ai dit à mes médecins, voici ce que j'ai trouvé. Je vais pas prendre la chimio, je vais prendre du curcuma et du kale pendant tout le long, puis je vais faire ma méditation, puis après ça sera fini. Et donc j'ai jamais confronté mes médecins avec ce que j'ai lu sur Internet. Donc j'amenais ça en complément, puis après je leur demandais est-ce qu'on pouvait en discuter, est-ce que c'était bon, pas bon, et voilà. Là, mais je pouvais sentir que les médecins étaient un peu tannés des patients comme moi, puis je pense que 99,9% des patients, c'est la même chose. On amène toute notre lot d'informations, bon ou pas bon, dans le bureau du médecin. Est-ce qu'Iralda voudrait rajouter un mot là-dessus? Oui, absolument. En fait, effectivement, Mai, vous avez raison. La plupart des patients arrivent avec leur documentation ou du moins avec ce qu'ils ont lu sur Internet. Nous, du point de vue médical, la seule chose qui nous inquiète quand les gens font ça, c'est que ils peuvent se faire peur à eux-mêmes. Ils voient des chiffres beaucoup plus sombres que ce qui, en fait, leur conviendrait à leur diagnostic. Ils peuvent aussi voir des traitements qui sont pas du tout appropriés pour eux, mais ils comprennent pas exactement pourquoi. Le plus important, parce qu'on vit dans une ère où est-ce qu'on a tous Internet avec nous, le plus important, c'est d'aller voir votre médecin puis de lui dire ce que vous avez lu. Traînez pas avec vous des fausses notions qui finalement vous minent le moral ou vous avez vu finalement j'en ai pour 1 an puis que votre médecin va dire non, pas du tout, c'est juste Internet. Donc, c'est très important de confronter. Puis si vous lisez beaucoup, ben c'est notre travail de vous de répondre à vos questions. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Et ma dernière question, elle ramène donc justement à l'entourage toujours.
une personne pose la question, comment prendre soin de soi et de sa santé mentale quand on vit avec un conjoint ou une conjointe malade? Donc, comment on fait pour dealer avec ce sentiment d'impuissance? Et je peux même aller un peu avec une autre question que j'ai vue plus tôt, où est-ce que, avec la famille, même en général, lorsque, par exemple, ça a clashé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, pendant que c'était vraiment difficile, comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi? Alors, donc, ça, c'est une question difficile. Et Alda, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Oui, donc ça arrive très souvent, l'épuisement des proches, des patients qui ont le cancer. C'est très important pour les proches de vraiment faire attention à eux également. Au départ, tout le monde est sous le choc. Puis, comme Mike disait, tout le monde est là, tout le monde est très investi, tout le monde est un peu sur l'adrénaline. Mais finalement, avec le temps, ce qu'on voit, c'est que s'il y en a un qui est toujours malade, ça veut dire que la plupart des tâches sont toujours sur l'autre. Ça veut dire qu'il y en a un qui est toujours triste ou qui peut avoir beaucoup plus de besoins. Donc, je pense que c'est très, très important avant que le proche aidant s'épuise complètement d'éviter ça. Donc, il faut comprendre que c'est très difficile. Le diagnostic d'un cancer, ça va être difficile pour quelques semaines ou quelques mois ou quelques années selon le diagnostic. Il faut vraiment faire un plan. Comment est-ce qu'on peut recevoir de l'aide? Donc, comment est-ce qu'on peut mettre d'autres gens pour nous aider? Est-ce qu'on peut avoir accès à des services? Il y a beaucoup, dans tous les hôpitaux, les oncologues ont des équipes avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux. Il faut jamais hésiter à demander de l'aide de ces professionnels-là parce qu'ils peuvent vous donner des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé d'emblée. Il faut demander de l'aide de la famille autant que possible. Si vous avez eu des problèmes avec des membres de la famille suite au diagnostic, ça c'est très très lourd aussi. Je pense que la seule solution dans tout ça, c'est qu'il faut que tout le monde prenne soin de soi. C'est pas parce qu'il y en a un qui est malade que tous les autres doivent complètement se négliger. Puis il y a juste les besoins d'une seule personne qui compte dans la famille. Les besoins de tout le monde comptent. Puis il faut que tout le monde ait une responsabilité envers soi avant de prendre soin d'autrui. Si on prend pas soin de soi, on pourra pas prendre soin d'autrui. Donc c'est très très important pour les proches, malgré toutes leurs bonnes intentions, de prendre un certain recul à différents moments puis de dire quels sont mes besoins, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas, comment je peux aller chercher de l'aide. Puis parlez-en à l'oncologue. On est habitué avec ce genre de situation. N'hésitez pas à dire on est en épuisement dans la famille, ça marche plus. Comment est-ce que vous pouvez nous aider avec ça? On va vous trouver des solutions. Est-ce que Maï, vous voudriez ajouter quelque chose? Mais je pense que Héralda a vraiment bien dit. Ça sert à rien pour... Puis je l'ai vu avec la famille. Là, tout le monde était sur le camp. Puis à un moment donné, c'est comme tout le monde s'épuise rapidement quand il y a personne qui prend soin de soi. Puis, tu sais, moi-même, à un moment donné, j'ai dit ok, moi je veux parler à personne. Ok, je suis en isolement, je veux parler à personne, venez pas me voir, c'est mon temps à moi. Je veux juste dormir. Mais au fond, c'est mon temps pour moi pour me déconnecter. Mais c'est aussi pour eux, si possible, s'ils peuvent se déconnecter, parce que broyer dans le cancer tout le temps, c'est lourd, mais c'est lourd pour le patient, mais c'est lourd pour les autres personnes aussi. Puis à un moment donné, ça sert à rien. Les cartes ont été jouées, puis faut juste, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Puis on le fait jour après jour, puis on a une équipe, puis c'est OK, ben ça va être aujourd'hui, on va manger de la bouffe de grand-maman. Une autre journée, on va prendre un autre plat congelé qu'une autre personne a envoyé. Donc, ça sert à rien de jouer au super-héros puis de dire OK, bon, j'ai Maï sous mon aile protectrice seulement moi, puis c'est pour moi je trouve que c'est complètement c'est pas sain, tout simplement. Merci beaucoup pour vos réponses éclairantes. Je vais repasser la parole à Jérémy.
Donc, c'est ce qui conclut notre ciné-conférence sur la journée spéciale, donc de la journée mondiale de lutte contre le cancer 2021. Merci infiniment à vous trois d'avoir contribué à la conception de cette soirée. Je tiens aussi à remercier au nom donc du réseau des diplômés et des donateurs l'équipe de l'IRIC aussi, sans quoi donc cette soirée n'aurait pas été possible. Et d'ici là, bonne soirée à tous et à très bientôt.